Nous avons marché longtemps sur la plage. Le soleil était maintenant écrasant. Il se brisait en morceaux sur le sable et sur la mer. J'ai eu l'impression que Raymond savait où il allait, mais c'était sans doute faux. Tout au bout de la plage, nous sommes arrivés enfin à une petite source qui coulait dans le sable derrière un gros rocher. Là, nous avons trouvé nos deux Arabes. Ils étaient couchés dans leur bleu de chauffe graisseux. Ils avaient l'air tout à fait calmes et presque contents. Notre venue n'a rien changé. Celui qui avait frappé Raymond le regardait sans rien dire. L'autre soufflait dans un petit roseau et répétait sans cesse, en nous regardant du coin de l'œil, les 3 notes qu'il obtenait de son instrument. Pendant tout ce temps, il n'y a plus eu que le soleil et ce silence avec le petit bruit de la source et les 3 notes. Puis Raymond a porté la main à sa poche revolver, mais l'autre n'a pas bougé et il se regardait toujours. J'ai remarqué que celui qui jouait de la flûte avait les doigts des pieds très écartés. Mais sans quitter des yeux son adversaire, Raymond m'a demandé « Je le descends ?» J'ai pensé que si je disais non, il s'exciterait tout seul et tirerait certainement. Je lui ai seulement dit « Il ne t'a pas encore parlé, ça ferait vilain de tirer comme ça. » On a encore entendu le petit bruit d'eau et de flûte au cœur du silence et de la chaleur. Puis Raymond a dit « Alors je vais l'insulter, quand il répondra, je le descendrai. » J'ai répondu « C'est ça, mais s'il ne sort pas son couteau, tu ne peux pas tirer. » Raymond a commencé à s'exciter un peu. L'autre jouait toujours, et tous deux observaient chaque geste de Raymond. « Non, ai-je dit, prends-le d'homme à homme et donne-moi ton revolver. Si l'autre intervient ou s'il tire son couteau, je le descendrai. » Quand Raymond m'a donné son revolver, le soleil a glissé dessus. Pourtant, nous sommes restés encore immobiles, comme si tout s'était refermé autour de nous. Nous nous regardions sans baisser les yeux, et tout s'arrêtait ici entre la mer, le sable et le soleil, le double silence de la flûte et de l'eau. J'ai pensé à ce moment qu'on pouvait tirer ou ne pas tirer, mais brusquement les Arabes à reculons se sont coulés derrière le rocher. Raymond et moi sommes alors revenus sur nos pas. Lui paraissait mieux, et il a parlé de l'autobus du retour. Je l'ai accompagné jusqu'au cabanon, et pendant qu'il gravissait l'escalier de bois, je suis resté devant la première marche, la tête retentissante de soleil, découragé devant l'effort qu'il fallait faire pour monter l'étage de bois et aborder encore les femmes. Mais la chaleur était telle qu'il m'était pénible aussi de rester immobile sous la pluie aveuglante qui tombait du ciel. Rester ici ou partir, cela revenait au même. Au bout d'un moment, je suis retourné vers la plage et je me suis mis à marcher. C'était le même éclatement rouge. Sur le sable, la mer haletait de toute la respiration rapide et étouffée de ces petites vagues. Je marchais lentement vers les rochers et je sentais mon front se gonfler sous le soleil. Toute cette chaleur s'appuyait sur moi et s'opposait à mon avance. Et chaque fois que je sentais son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les dents. Je fermais les poings dans les poches de mon pantalon. Je me tendais tout entier pour triompher du soleil et de cette ivresse opaque qu'il me déversait. À chaque épée de lumière jaillie du sable, d'un coquillage blanchi ou d'un débris de verre, mes mâchoires se crispaient. J'ai marché longtemps. Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d'un halo aveuglant par la lumière et la poussière de mer. Je pensais à la source fraîche derrière le rocher. J'avais envie de retrouver le murmure de son eau, envie de fuir le soleil, l'effort et les pleurs de femme, envie enfin de retrouver l'ombre et son repos. Mais quand j'ai été plus près, j'ai vu que le type de Raymond était revenu. Il était seul. Il reposait sur le dos, les mains sous la nuque, le front dans les ombres du rocher, tout le corps au soleil. Son bleu de chauffe fumait dans la chaleur. J'ai été un peu surpris. Pour moi, c'était une histoire finie, et j'étais venu là sans y penser. Dès qu'il m'a vu, il s'est soulevé un peu et a mis la main dans sa poche. Moi, naturellement, j'ai serré le revolver de Raymond dans mon veston. Alors de nouveau, il s'est laissé aller en arrière, mais sans retirer la main de sa poche. J'étais assez loin de lui, à une dizaine de mètres. Je devinais son regard par instants entre ses paupières mi-closes, mais le plus souvent, son image dansait devant mes yeux dans l'air enflammé. Le bruit des vagues était encore plus paresseux, plus étal qu'à midi.
C'était le même soleil, la même lumière sur le même sable qui se prolongeait ici. Il y avait déjà 2 heures que la journée n'avançait plus, 2 heures qu'elle avait jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant. À l'horizon, un petit vapeur est passé et j'en ai deviné la tache noire au bord de mon regard parce que je n'avais pas cessé de regarder l'arabe. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin et peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors, le front surtout me faisait mal, et toutes ces veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût, et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Le Central Sporting Club rue du Fondouc à Oran donne une soirée pugilistique dont il affirme qu'elle sera appréciée par les vrais amateurs. En style clair, cela signifie que les boxeurs à l'affiche sont loin d'être des vedettes, que quelques-uns d'entre eux montent sur le ring pour la première fois et qu'en conséquence, on peut compter, sinon sur la science, du moins sur le cœur des adversaires. Un Oranais m'ayant électrisé par la promesse formelle qu'il y aurait du sang, je me trouve ce soir parmi les vrais amateurs. Apparemment, ceux-ci ne réclament jamais de confort. On a, en effet, dressé un ring au fond d'une sorte de garage crépi à la chaux, couvert de tôle ondulée et violemment éclairé. Des chaises pliantes ont été rangées en carré autour des cordes, ce sont les rings d'honneur. On a disposé des sièges dans la longueur et, au fond de la salle, s'ouvre un vaste espace libre nommé promenoir, en raison du fait que pas une des 500 personnes qui s'y trouvent ne saurait tirer son mouchoir sans provoquer de graves accidents. Dans cette caisse rectangulaire respirent 1 millier d'hommes et 2 ou 3 femmes, de celles qui, selon mon voisin, tiennent toujours à se faire remarquer. Tout le monde sue férocement. En attendant les combats d'espoir, un gigantesque pick-up broie du Tino Rossi. C'est la romance avant le meurtre. La patience d'un véritable amateur est sans limite. La réunion annoncée pour 21h n'est pas encore commencée à 21h30 et personne n'a protesté. Le printemps est chaud, l'odeur d'une humanité en manche de chemise exaltante. On discute ferme parmi les éclatements périodiques des bouchons de limonade et l'inlassable lamentation du chanteur corse. Quelques nouveaux arrivants sont encastrés dans le public. Quand un projecteur fait pleuvoir une lumière aveuglante sur le ring, les combats d'espoir commencent. Les espoirs, ou débutants, qui combattent pour le plaisir, ont toujours à cœur de le prouver en se massacrant d'urgence au mépris de toute technique. Ils n'ont jamais pu durer plus de 3 rounds. Le héros de la soirée à cet égard est le jeune Guy d'Avion qui, pour l'ordinaire, vend des billets de loterie aux terrasses des cafés. Son adversaire, en effet, a capoté malencontreusement hors du ring au début du 2e round sous le choc d'un poing manié comme une hélice. La foule s'est un peu animée, mais c'est encore une politesse. Elle respire avec gravité l'odeur sacrée de l'embrocation.
Elle contemple ces successions de rites lents et de sacrifices désordonnés, rendus plus authentiques encore par les dessins propitiatoires sur la blancheur du mur des ombres combattantes. Ce sont les prologues cérémonieux d'une religion sauvage et calculée. La transe ne viendra que plus tard. Et justement, on annonce Amar, le coriace oranais qui n'a pas désarmé, contre Pérès, le puncheur algérois. Un profane interpréterait mal les hurlements qui accueillent la présentation des boxeurs sur le ring. Il imaginerait quelques combats sensationnels où les boxeurs auraient à vider une querelle personnelle connue du public. Au vrai, c'est bien une querelle qu'ils vont vider. Mais il s'agit de celle qui, depuis 100 ans, divise mortellement Alger et Oran. Avec un peu de recul dans les siècles, ces deux villes nord-africaines se seraient déjà saignées à blanc, comme le firent Pise et Florence en des temps plus heureux. Leur rivalité est d'autant plus forte qu'elle ne tient sans doute à rien. Ayant toutes les raisons de s'aimer, elles se détestent en proportion. Les Oranais accusent les Algérois de chiquer. Les Algérois laissent entendre que les Oranais n'ont pas l'usage du monde. Ce sont là des injures plus sanglantes qu'il n'apparaît, parce qu'elles sont métaphysiques. Et faute de pouvoir s'assiéger, Oran et Alger se rejoignent, luttent et s'injurient sur le terrain du sport, des statistiques et des grands travaux. C'est donc une page d'histoire qui se déroule sur le ring. Et le coriace oranais, soutenu par un millier de voix hurlantes, défend contre Pérès une manière de vivre et l'orgueil d'une province. La vérité oblige à dire qu'Amar mène mal sa discussion. Son plaidoyer a un vice de forme, il manque d'allonge. Celui du puncheur algérois, au contraire, a la longueur voulue. Il porte avec persuasion sur l'arcade sourcilière de son contradicteur, et l'oranais pavoise magnifiquement au milieu des vociférations d'un public déchaîné. Malgré les encouragements répétés de la galerie et de mon voisin, malgré les intrépides « crève-le, donne-lui de l'orge », les insidieux « coup bas, oh l'arbitre, il n'a rien vu », les optimistes « il est pompé, il n'en peut plus », l'Algérois est proclamé vainqueur au point sous d'interminables huées. Mon voisin, qui parle volontiers d'esprit sportif, applaudit ostensiblement dans le temps où il me glisse d'une voix éteinte par tant de cris, comme ça, il ne pourra pas dire là-bas que les Oranais sont des sauvages. Mais dans la salle, des combats que le programme ne comportait pas ont déjà éclaté. Des chaises sont brandies, la police se fraye un chemin, l'exaltation est à son comble. Pour calmer ses bons esprits et contribuer au retour du silence, la direction, sans perdre un instant, charge le pick-up de vociférer sans brémeuse. Pendant quelques minutes, la salle à grande allure, des grappes confuses de combattants et d'arbitres bénévoles oscillent sous des pognes d'agents. La galerie exulte et réclame la suite par le moyen de cris sauvages, de cocoricots, de miaulements farceurs, noyés dans le fleuve irrésistible de la musique militaire. Mais il suffit de l'annonce du grand combat pour que le calme revienne. Cela se fait brusquement, sans fioriture, comme des acteurs quittent le plateau une fois la pièce finie. Avec le plus grand naturel, les chapeaux sont époussetés, les chaises rangées, et tous les visages revêtent sans transition l'expression bienveillante du spectateur honnête qui a payé sa place pour assister à un concert de famille. Le dernier combat oppose un champion français de la marine à un boxeur oranais. Cette fois, la différence d'allonge est au profit de ce dernier. Mais ses avantages, pendant les premiers rounds, ne remuent pas la foule. Elle cuve son excitation, elle se remet. Son souffle est encore court. Si elle applaudit, la passion n'y est pas. Elle siffle sans animosité. La salle se partage en deux camps, il le faut bien pour la bonne règle, mais le choix de chacun obéit à cette indifférence qui suit les grandes fatigues. Si le Français tient, si l'Oranais oublie qu'on n'attaque pas avec la tête, le boxeur est courbé par une bordée de sifflets, mais aussitôt redressé par une salve d'applaudissements. Il faut arriver au 7e round pour que le sport revienne à la surface, dans le même temps où les vrais amateurs commencent à émerger de leur fatigue. Le Français, en effet, est allé au tapis et, désireux de regagner des points, s'est rué sur son adversaire. « Ça y est, a dit mon voisin, ça va être la corrida. » En effet, c'est la corrida. Couverts de sueur sous l'éclairage implacable, les deux boxeurs ouvrent leurs gardes, tapent en fermant les yeux, poussent des épaules et des genoux, échangent leur sang et reniflent de fureur. Du même coup, la salle s'est dressée et scande les efforts de ces deux héros. Elle reçoit les coups, les rend, les fait retentir en 1000 voix sourdes et haletantes. Les mêmes qui avaient choisi leurs favoris dans l'indifférence se tiennent dans leur choix par entêtement et s'y passionnent. Toutes les 10 secondes, un cri de mon voisin pénètre dans mon oreille droite. « Vas-y, col bleu, allez marine !» Pendant qu'un spectateur devant nous hurle à l'oranais, « Anda, hombre !» L'homme et le col bleu y vont,
et avec eux, dans ce temple de chaux, de tôle et de ciment, une salle tout entière livrée à des dieux au front bas. Chaque coup qui sonne mat sur les pectoraux luisants retentit en vibrations énormes dans le corps même de la foule qui fournit avec les boxeurs son dernier effort. Dans cette atmosphère, le match nul est mal accueilli. Il contrarie dans le public en effet une sensibilité toute manichéenne. Il y a le bien et le mal, le vainqueur et le vaincu. Il faut avoir raison si l'on n'a pas tort. La conclusion de cette logique impeccable est immédiatement fournie par 2000 poumons énergiques qui accusent les juges d'être vendus ou achetés. Mais le col bleu est allé embrasser son adversaire sur le ring et boit sa sueur fraternelle. Cela suffit pour que la salle, immédiatement retournée, éclate en applaudissements. Mon voisin a raison, ce ne sont pas des sauvages. La foule qui s'écoule dehors sous un ciel plein de silence et d'étoiles vient de livrer le plus épuisant des combats. Elle se tait, disparaît furtivement, sans force pour l'exégèse. Il y a le bien et le mal, cette religion est sans merci. La cohorte des fidèles n'est plus qu'une assemblée d'ombres noires et blanches qui disparaît dans la nuit. C'est que la force et la violence sont des dieux solitaires. Ils ne donnent rien au souvenir. Ils distribuent au contraire leurs miracles à pleine poignée dans le présent. Ils sont à la mesure de ce peuple sans passé qui célèbre ses communions autour des rings. Ce sont des rites un peu difficiles, mais qui simplifient tout. Le bien et le mal, le vainqueur et le vaincu. À Corinthe, 2 temples voisinaient, celui de la violence et celui de la nécessité. J'ai grandi dans la mer et la pauvreté m'a été fastueuse. Puis j'ai perdu la mer, tous les luxes alors m'ont paru gris, la misère intolérable. Depuis, j'attends. J'attends les navires du retour, la maison des eaux, le jour limpide. Je patiente, je suis poli de toutes mes forces. On me voit passer dans de belles rues savantes, j'admire les paysages, j'applaudis comme tout le monde, je donne la main, ce n'est pas moi qui parle. On me loue, je rêve un peu, on m'offense, je m'étonne à peine. Puis j'oublie et souris à qui m'outrage, ou je salue trop courtoisement celui que j'aime. Que faire si je n'ai de mémoire que pour une seule image? On me somme enfin de dire qui je suis, rien encore, rien encore. C'est aux enterrements que je me surpasse, j'excelle, vraiment. Je marche d'un pas lent dans des banlieues fleuries de ferraille. J'emprunte de larges allées plantées d'arbres de ciment et qui conduisent à des trous de terre froide. Là, sous le pansement à peine rougi du ciel, je regarde de hardis compagnons inhumer mes amis par 3 mètres de fond. La fleur qu'une main glaiseuse me tend alors, si je la jette, elle ne manque jamais la fosse. J'ai la piété précise, l'émotion exacte, la nuque convenablement inclinée. On admire que mes paroles soient justes, mais je n'ai pas de mérite. J'attends. J'attends longtemps. Parfois, je trébuche, je perds la main, la réussite me fuit, qu'importe, je suis seul alors. Je me réveille ainsi dans la nuit, et à demi endormi, je crois entendre un bruit de vague, la respiration des eaux. Réveillé tout à fait, je reconnais le vent dans les feuillages et la rumeur malheureuse de la ville déserte. Ensuite, je n'ai pas trop de tout mon art pour cacher ma détresse ou l'habiller à la mode. D'autres fois, au contraire, je suis aidé. À New York, certains jours, perdu au fond de ces puits de pierre et d'acier où errent des millions d'hommes, je courais de l'un à l'autre sans en voir la fin, épuisé, jusqu'à ce que je ne fusse plus soutenu que par la masse humaine qui cherchait son issue. J'étouffais alors ma panique à les crier. Mais, à chaque fois, un appel lointain de remorqueurs venait me rappeler que cette ville, si terne sèche, était une île, et qu'à sa pointe, l'eau de mon baptême m'attendait, noire et pourrie, couverte de liège creux. Ainsi, moi qui ne possède rien, qui ai donné ma fortune, qui campe auprès de toutes mes maisons, je suis pourtant comblé quand je le veux, j'appareille à toute heure, le désespoir m'ignore. Point de patrie pour le désespéré, et moi, je sais que la mer me précède et me suit, j'ai une folie toute prête. Ceux qui s'aiment et qui sont séparés peuvent vivre dans la douleur, mais ce n'est pas le désespoir. Ils savent que l'amour existe. Voilà pourquoi je souffre, les yeux secs de l'exil. J'attends encore.
Un jour vient enfin. Puis-je, monsieur, vous proposer mes services sans risquer d'être importun? Je crains que vous ne sachiez vous faire entendre de l'estimable gorille qui préside aux destinées de cet établissement. Il ne parle en effet que le hollandais. À moins que vous ne m'autorisiez à plaider votre cause, il ne devinera pas que vous désirez du genièvre. Voilà. J'ose espérer qu'il m'a compris. Ce hochement de tête doit signifier qu'il se rend à mes arguments. Il y va, en effet, il se hâte avec une sage lenteur. Vous avez de la chance, il n'a pas grogné. Quand il refuse de servir, un grognement lui suffit, personne n'insiste. Être roi de ses humeurs, c'est le privilège des grands animaux, mais je me retire, monsieur, heureux de vous avoir obligé. Je vous remercie, et j'accepterai si j'étais sûr de ne pas jouer les fâcheux. Vous êtes trop bon. J'installerai donc mon verre auprès du vôtre. Vous avez raison, son mutisme est assourdissant. C'est le silence des forêts primitives, chargées jusqu'à la gueule. Je m'étonne parfois de l'obstination que met notre taciturne ami à bouder les langues civilisées. Son métier consiste à recevoir des marins de toutes les nationalités dans ce bar d'Amsterdam qu'il a appelé d'ailleurs, on ne sait pourquoi, Mexico City. Avec de tels devoirs, on peut craindre, ne pensez-vous pas que son ignorance soit inconfortable? Imaginez l'homme de Cro-Magnon, pensionnaire à la tour de Babel. Il y souffrirait de dépaysement, au moins, mais non. Celui-ci ne sent pas son exil, il va son chemin, rien ne l'entame. Une des rares phrases que j'ai entendues de sa bouche proclamait que c'était à prendre ou à laisser. Que fallait-il prendre ou laisser? Sans doute notre ami lui-même. Je vous l'avouerai, je suis attiré par ces créatures tout d'une pièce. Quand on a beaucoup médité sur l'homme par métier ou par vocation, il arrive qu'on éprouve de la nostalgie pour les primates. Ils n'ont pas, eux, d'arrière-pensée. Notre hôte, à vrai dire, en a quelques-unes, bien qu'il les nourrisse obscurément. À force de ne pas comprendre ce qu'on a dit dans sa présence, il a pris un caractère défiant. De là, cet air de gravité ombrageuse, comme s'il avait le soupçon, au moins, que quelque chose ne tourne pas rond entre les hommes. Cette disposition rend moins facile les discussions qui ne concernent pas son métier. Notez bien que je ne le juge pas. J'estime sa méfiance fondée et la partagerai volontiers si, comme vous le voyez, ma nature communicative ne s'y opposait. Je suis bavard, hélas, et me lie facilement. Bien que je sache garder les distances qui conviennent, toutes les occasions me sont bonnes. Quand je vivais en France, je ne pouvais rencontrer un homme d'esprit sans qu'aussitôt j'en fisse ma société. Ah, je vois que vous bronchez sur cet imparfait des subjonctifs. J'avoue ma faiblesse pour ce mode et pour le beau langage en général. Faiblesse que je me reproche, croyez-le. Je sais bien que le goût du linge fin ne suppose pas forcément qu'on ait les pieds sales, n'empêche. Le style, comme la popeline, dissimule trop souvent de l'eczéma. Je m'en console en me disant qu'après tout, ceux qui bafouillent non plus ne sont pas purs. Mais oui, reprenons du genièvre. Ferez-vous un long séjour à Amsterdam? Belle ville, n'est-ce pas? Fascinante. Ah, voilà un adjectif que je n'ai pas entendu depuis longtemps. Et depuis que j'ai quitté Paris, justement, il y a des années de cela, mais le cœur a sa mémoire. Et je n'ai rien oublié de notre belle capitale, ni de ses quais. Paris est un vrai trompe-l'œil, un superbe décor habité par 4 millions de silhouettes. Près de 5 millions au dernier recensement? Allons, ils auront fait des petits. Je ne m'en étonnerai pas. Il m'a toujours semblé que nos concitoyens avaient 2 fureurs, les idées et la fornication, à tort et à travers, pour ainsi dire. Gardons-nous d'ailleurs de les condamner. Ils ne sont pas les seuls, toute l'Europe en est là. Je rêve parfois de ce que diront de nous les historiens futurs. Une phrase leur suffira pour l'homme moderne. Il forniquait et lisait des journaux. Après cette forte définition, le sujet sera, si j'ose dire, épuisé. Les Hollandais, oh non, ils sont beaucoup moins modernes, ils ont le temps, regardez-les. Que font-ils? Eh bien, ces messieurs-ci vivent du travail de ces dames-là. Ce sont d'ailleurs, mâles et femelles, de fort bourgeoises créatures, venues ici comme d'habitude par mythomanie ou par bêtise, par excès ou par manque d'imagination, en somme. De temps en temps, ces messieurs jouent du couteau ou du revolver, mais ne croyez pas qu'ils y tiennent. Le rôle l'exige, voilà tout, et ils meurent de peur en lâchant leur dernière cartouche. Ceci dit, je les trouve plus moraux que les autres, ceux qui tuent en famille, à l'usure. N'avez-vous pas remarqué que notre société s'est organisée pour ce genre de liquidation? Vous avez entendu parler, naturellement, de ces minuscules poissons des rivières brésiliennes qui s'attaquent par milliers aux nageurs imprudents, le nettoient en quelques instants à petite bouchée rapide et n'en laissent qu'un squelette immaculé. Eh bien, c'est ça leur organisation. Voulez-vous d'une vie propre, comme tout le monde?
Vous dites oui, naturellement, comment dire non? D'accord, on va vous nettoyer. Voilà un métier, une famille, des loisirs organisés. Et les petites dents s'attaquent à la chair jusqu'aux os. Mais je suis injuste. Ce n'est pas leur organisation qu'il faut dire, elle est la nôtre, après tout. C'est à qui nettoyer à l'autre. On nous apporte enfin notre genièvre, à votre prospérité. Oui, le gorille a ouvert la bouche pour m'appeler docteur. Dans ces pays, tout le monde est docteur ou professeur. Ils aiment à respecter par bonté et par modestie. Chez eux, du moins, la méchanceté n'est pas une institution nationale. Au demeurant, je ne suis pas médecin. Si vous voulez le savoir, j'étais avocat avant de venir ici. Maintenant, je suis juge pénitent. Mais permettez-moi de me présenter. Jean-Baptiste Clamence pour vous servir. Heureux de vous connaître. Vous êtes sans doute dans les affaires. À peu près? Oh, excellente réponse, judicieuse aussi. Nous ne sommes qu'à peu près en toutes choses. Voyons, permettez-moi de jouer au détective. Vous avez à peu près mon âge, l'œil renseigné des quadragénaires qui ont à peu près fait le tour des choses, vous êtes à peu près bien habillé, c'est-à-dire comme on l'est chez nous, et vous avez les mains lisses. Donc, un bourgeois, à peu près. Mais un bourgeois raffiné, branché sur les imparfaits du subjonctif, en effet, prouve 2 fois votre culture, puisque vous les reconnaissez d'abord et qu'ils vous agacent ensuite. Enfin, je vous amuse, ce qui, sans vanité, suppose chez vous une certaine ouverture d'esprit. Vous êtes donc à peu près, mais qu'importe, les professions m'intéressent moins que les sectes. Permettez-moi de vous poser 2 questions et n'y répondez que si vous ne les jugez pas indiscrètes. Possédez-vous des richesses? Quelques-unes? Bon. Les avez-vous partagées avec les pauvres? Non. Vous êtes donc ce que j'appelle un sadducéen. Si vous n'avez pas pratiqué les Écritures, je reconnais que vous n'en serez pas plus avancé. Cela vous avance? Vous connaissez donc les Écritures? Décidément, vous m'intéressez. Quant à moi, eh bien, jugez vous-même. Par la taille, les épaules et ce visage dont on m'a souvent dit qu'il était farouche, j'aurais plutôt l'air d'un joueur de rugby, n'est-ce pas? Mais si l'on en juge par la conversation, il faut me consentir un peu de raffinement. Le chameau qui a fourni le poil de mon par-dessus souffrait sans doute de la gale. En revanche, j'ai les ongles faits. Je suis renseigné, moi aussi, et pourtant, je me confie à vous, sans précaution, sur votre seule mine. Enfin, malgré mes bonnes manières et mon beau langage, je suis un habitué des bars à matelot du Zidishk. Alors ne cherchez plus. Mon métier est double, voilà tout, comme la créature. Je vous l'ai déjà dit, je suis juge pénitent. Une seule chose est simple dans mon cas, je ne possède rien. Oui, j'ai été riche. Non, je n'ai rien partagé avec les pauvres. Qu'est-ce que cela prouve? Que j'étais aussi un sadducéen? Oh, entendez-vous les sirènes du port? Il y aura du brouillard cette nuit sur le Zuiderzee. Vous partez déjà? Pardonnez-moi de vous avoir peut-être retenu. Avec votre permission, vous ne paierez pas. Vous êtes chez moi à Mexico City. J'ai été particulièrement heureux de vous y accueillir. Oh, je serai certainement ici demain, comme les autres soirs, et j'accepterai avec reconnaissance votre invitation. Votre chemin? Eh bien... Mais verriez-vous un inconvénient? Ce serait le plus simple, à ce que je vous accompagne jusqu'au port. De là, en contournant le quartier juif, vous trouverez ces belles avenues où défilent des tramways chargés de fleurs et de musique tonitruante. Votre hôtel est sur l'une d'elles, le Damrak. Après vous, je vous en prie. Moi, j'habite le quartier juif, ou ce qui s'appelait ainsi jusqu'au moment où nos frères hitlériens y ont fait de la place. Quel lessivage! 75 000 juifs déportés ou assassinés, c'est le nettoyage par le vide. J'admire cette application, cette méthodique patience. Quand on n'a pas de caractère, il faut bien se donner une méthode. Ici, elle a fait merveille, sans contredit, et j'habite sur les lieux d'un des plus grands crimes de l'histoire. Peut-être est-ce cela qui m'aide à comprendre le gorille et sa méfiance. Je peux lutter ainsi contre cette pente de nature qui me porte irrésistiblement à la sympathie. Quand je vois une tête nouvelle, quelqu'un en moi sonne l'alarme. Ralentissez, danger. Même quand la sympathie est la plus forte, je suis sur mes gardes. Savez-vous que dans mon petit village, au cours d'une action de représailles, un officier allemand a courtoisement prié une vieille femme de bien vouloir choisir celui de ses 2 fils qui serait fusillé comme otage? Choisir. Imaginez-vous cela? Celui-là? Non, celui-ci. Et le voir partir. N'insistons pas, mais croyez-moi, monsieur, toutes les surprises sont possibles. J'ai connu un cœur pur qui refusait la méfiance. Il était pacifiste, libertaire. Il aimait d'un seul amour l'humanité entière et les bêtes. Une âme d'élite, oui, cela est sûr. Eh bien,
Pendant les dernières guerres de religion en Europe, il s'était retiré à la campagne. Il avait écrit sur le seuil de sa maison, « D'où que vous veniez, entrez et soyez les bienvenus. » Qui, selon vous, répondit à cette belle invitation? Des miliciens qui entrèrent comme chez eux et les tripèrent. « Oh, pardon, madame. » Elle n'a d'ailleurs rien compris. Tout ce monde, si tard, et malgré la pluie qui n'a pas cessé depuis des jours, heureusement, il y a le genièvre, la seule lueur dans ces ténèbres. Sentez-vous la lumière dorée, cuivrée qu'il met dans vous? J'aime marcher à travers la ville le soir dans la chaleur du genièvre. Je marche des nuits durant, je rêve ou je me parle interminablement, comme ce soir, oui. Et je crains de vous étourdir un peu, merci, vous êtes courtois. Mais c'est le trop-plein. Dès que j'ouvre la bouche, les phrases coulent. Ce pays m'inspire d'ailleurs. J'aime ce peuple, grouillant sur les trottoirs, coincé dans un petit espace de maisons et d'eau, cerné par des brumes, des terres froides et la mer fumante comme une lessive. Je l'aime, car il est double. Il est ici et il est ailleurs. Mais oui, à écouter leurs pas lourds sur le pavé gras, à les voir passer pesamment entre leurs boutiques pleines de harengs dorés et de bijoux couleur de feuilles mortes. Vous croyez sans doute qu'ils sont là ce soir. Vous êtes comme tout le monde. Vous prenez ces braves gens pour une tribu de syndics et de marchands, comptant leurs écus avec leurs chances de vie éternelle, et dont le seul lyrisme consiste à prendre parfois, couvert de larges chapeaux, des leçons d'anatomie. Vous vous trompez. Ils marchent près de nous, il est vrai, et pourtant, voyez où se trouve leur tête. Dans cette brume de néon, de genièvre et de menthe qui descend des enseignes rouges et vertes. La Hollande est un songe, monsieur. Un songe d'or et de fumée, plus fumeux le jour, plus doré la nuit. Et nuit et jour, ce songe est peuplé de Lohengrin comme ceci, filant rêveusement sur leur noire bicyclette à haut guidon, signe funèbre qui tourne sans trêve dans tout le pays, autour des mers, le long des canaux. Ils rêvent, la tête dans leur nuée cuivrée. Ils roulent en rond, ils prient somnambules dans l'encens doré de la brume, ils ne sont plus là, ils sont partis à des milliers de kilomètres, vers Java, l'île lointaine. Ils prient ces dieux grimaçants de l'Indonésie dont ils ont garni toutes leurs vitrines et qui errent en ce moment au-dessus de nous avant de s'accrocher comme des singes somptueux aux enseignes et aux toits en escalier pour rappeler à ces colons nostalgiques que la Hollande n'est pas seulement l'Europe des marchands, mais la mer qui mène à Cipango et à ces îles où les hommes meurent fous et heureux. Mais je me laisse aller, je plaide. Oh, pardonnez-moi, l'habitude, monsieur, la vocation, le désir aussi où je suis de bien vous faire comprendre cette ville est le cœur des choses, car nous sommes au cœur des choses. Avez-vous remarqué que les canaux concentriques d'Amsterdam ressemblent au cercle de l'enfer? L'enfer bourgeois, naturellement, peuplé de mauvais rêves. Quand on arrive de l'extérieur, à mesure qu'on passe ces cercles, la vie, et donc ces crimes, devient plus épaisse, plus obscure. Ici, nous sommes dans le dernier cercle, le cercle des... Ah, vous savez cela? Mais diable, vous devenez plus difficile à classer. Vous comprenez alors pourquoi je puis dire que le centre des choses est ici, bien que nous nous trouvions à l'extrémité du continent. Un homme sensible comprend ces bizarreries. En tout cas, les lecteurs de journaux et les fornicateurs ne peuvent pas aller plus loin. Ils viennent de tous les coins de l'Europe. Ils s'arrêtent autour de la mer intérieure, sur la grève décolorée. Ils écoutent les sirènes, cherchent en vain la silhouette des bateaux dans la brume, puis repassent les canaux et s'en retournent à travers la pluie. Transis, ils viennent demander en toute langue du Genièvre à Mexico City. Là, je les attends. À demain donc, monsieur, cher compatriote. Non, vous trouverez maintenant votre chemin. Je vous quitte, près de ce pont. Je ne passe jamais sur un pont la nuit. C'est la conséquence d'un vœu. Supposez après tout que quelqu'un se jette à l'eau. De deux choses l'une. Ou vous l'y suivez pour le repêcher et, dans la saison froide, vous risquez le pire. Ou vous l'y abandonnez et les plongeons rentrés laissent parfois d'étranges courbatures. Bonne nuit. Comment? Ces dames, derrière ces vitrines. Le rêve, monsieur. Le rêve à peu de frais, le voyage aux Indes. Ces personnes se parfument aux épices. Vous entrez, elles tirent les rideaux et la navigation commence. Les dieux descendent sur les corps nus et les îles dérivent, démentes, coiffées d'une chevelure ébouriffée de palmiers sous le vent. Essayez. Tarou était étendu de tout son long, sa lourde tête creusait le traversin,
La poitrine forte se dessinait sous l'épaisseur des couvertures. Il avait de la fièvre, sa tête le faisait souffrir. Il dit au docteur Rieux qu'il s'agissait de symptômes vagues qui pouvaient être aussi bien ceux de la peste. Non, rien ne précise encore, dit Rieux après l'avoir examiné. Mais Tarou était dévoré par la soif. Dans le couloir, le docteur dit à sa mère que ce pouvait être le commencement de la peste. « Oh, dit-elle, ce n'est pas possible, pas maintenant. » Et tout de suite après, « Gardons-le, Bernard. » Rieux réfléchissait. « Je n'en ai pas le droit, dit-il, mais les portes vont s'ouvrir. Je crois bien que c'est le premier droit que je prendrais pour moi si tu n'étais pas là. » « Bernard, dit-elle, garde-nous tous les deux. Tu sais bien que je viens d'être de nouveau vacciné. » Le docteur dit que Tarou aussi l'était, mais que peut-être par fatigue, il avait dû laisser passer la dernière injection de sérum et oublier quelques précautions. Rieux allait déjà dans son cabinet. Quand il revint dans la chambre, Tarou vit qu'il tenait les énormes ampoules de sérum. « Ah, c'est cela, dit-il. »« Non, mais c'est une précaution. » Tarou tendit son bras pour toute réponse, et il subit l'interminable injection qu'il avait lui-même pratiquée sur d'autres malades. « Nous verrons ce soir, dit Rieux, et il regarda Tarou en face. « Et l'isolement, Rieux? Il n'est pas sûr du tout que vous ayez la peste. » Tarou sourit avec effort. « C'est la première fois que je vois injecter un sérum sans ordonner en même temps l'isolement. » Rieux se détourna. « Ma mère et moi, nous vous soignerons. Vous serez mieux ici. » Tarou se tut et le docteur qui rangeait les ampoules attendit qu'il parlât pour se retourner. À la fin, il se dirigea vers le lit. Le malade le regardait. Son visage était fatigué, mais ses yeux gris étaient calmes. Rieux lui sourit. « Dormez si vous pouvez. Je reviendrai tout à l'heure. » Arrivé à la porte, il entendit la voix de Tarou qui l'appelait. Il retourna vers lui. Mais Tarou semblait se débattre contre l'expression même de ce qu'il avait à dire. « Rieux, articula-t-il enfin, il faudra tout me dire, j'en ai besoin. »« Je vous le promets. » L'autre tordit un peu son visage massif dans un sourire. « Merci. Je n'ai pas envie de mourir et je lutterai, mais si la partie est perdue, je veux faire une bonne fin. » Rieux se baissa et lui serra l'épaule. « Non, dit-il. Pour devenir un saint, il faut vivre, lutter. » Dans la journée, le froid qui avait été vif diminua un peu, mais pour faire place l'après-midi à de violentes averses de pluie et de grêle. Au crépuscule, le ciel se découvrit et le froid se fit plus pénétrant. Rieux revint chez lui dans la soirée. Sans quitter son pardessus, il entra dans la chambre de son ami. Sa mère tricotait. Tarou semblait n'avoir pas bougé de place, mais ses lèvres, blanchies par la fièvre, disaient la lutte qu'il était en train de soutenir. « Alors, dit le docteur. » Tarou haussa un peu hors du lit, ses épaules épaisses. « Alors, dit-il, je perds la partie. » Le docteur se pencha sur lui. Des ganglions s'étaient noués sous la peau brûlante, sa poitrine semblait retentir de tous les bruits d'une forge souterraine. Tarou présentait curieusement les deux séries de symptômes. Rieux dit en se relevant que le sérum n'avait pas encore eu le temps de donner tout son effet, mais un flot de fièvre qui vint rouler dans sa gorge noya les quelques mots que Tarou essaya de prononcer. Après dîner, Rieux et sa mère vinrent s'installer près du malade. La nuit commençait pour lui dans la lutte, et Rieux savait que ce dur combat avec l'ange de la peste devait durer jusqu'à l'aube. Les épaules solides et la large poitrine de Tarou n'étaient pas ses meilleures armes, mais plutôt ce sang que Rieux avait fait jaillir tout à l'heure sous son aiguille, et dans ce sang, ce qui était plus intérieur que l'âme et qu'aucune science ne pouvait mettre à jour. Et lui devait seulement regarder lutter son ami. Ce qu'il allait faire, les abcès qu'il devait favoriser et les toniques qu'il fallait inoculer, plusieurs mois d'échecs répétés lui avaient appris à en apprécier l'efficacité. Sa seule tâche, en vérité, était de donner des occasions à ce hasard qui trop souvent ne se dérange que provoqué, et il fallait que le hasard se dérangeât. Car Rieux se trouvait devant un visage de la peste qui le déconcertait. Une fois de plus, elle s'appliquait à dérouter les stratégies dressées contre elle. Elle apparaissait au lieu où on ne l'attendait pas pour disparaître de ceux où elle semblait déjà installée. Une fois de plus, elle s'appliquait à étonner. Tarou luttait immobile. Pas une seule fois, au cours de la nuit, il n'opposa l'agitation aux assauts du mal, combattant seulement de toute son épaisseur et de tout son silence. Mais pas une seule fois non plus il ne parla, avouant ainsi à sa manière que la distraction ne lui était plus possible. Rieux suivait seulement les phases du combat aux yeux de son ami, tour à tour ouverts ou fermés, les paupières plus serrées contre le globe de l'œil ou au contraire distendues, le regard fixé sur un objet ou ramené sur le docteur et sa mère.
Chaque fois que le docteur rencontrait ce regard, Tarou souriait dans un grand effort. À un moment, on entendit des pas précipités dans la rue. Il semblait s'enfuir devant un grondement lointain qui se rapprocha peu à peu et finit par remplir la rue de son ruissellement. La pluie reprenait, bientôt mêlée d'une grêle qui claquait sur les trottoirs. Les grandes tentures ondulèrent devant les fenêtres. Dans l'ombre de la pièce, Rieux, un instant distrait par la pluie, contemplait à nouveau Tarou éclairé par une lampe de chevet. Sa mère tricotait, levant de temps en temps la tête pour regarder attentivement le malade. Le docteur avait fait maintenant tout ce qu'il y avait à faire. Après la pluie, le silence s'épaissit dans la chambre pleine seulement du tumulte muet d'une guerre invisible. Crispé par l'insomnie, le docteur imaginait entendre aux limites du silence le sifflement doux et régulier du fléau qui l'avait accompagné pendant toute l'épidémie. Il fit un signe à sa mère pour l'engager à se coucher. Elle refusa de la tête et ses yeux s'éclairèrent. Puis elle examina soigneusement au bout de ses aiguilles une maille dont elle n'était pas sûre. Rieux se leva pour faire boire le malade et revint s'asseoir. Des passants, profitant de l'accalmie, marchaient rapidement sur le trottoir. Leurs pas décroissaient et s'éloignaient. Le docteur, pour la première fois, reconnut que cette nuit pleine de promeneurs tardifs et privés des timbres d'ambulance était semblable à celle d'autrefois. C'était une nuit délivrée de la peste. Et il semblait que la maladie, chassée par le froid, les lumières et la foule, se fût échappée des profondeurs obscures de la ville et réfugiée dans cette chambre chaude pour donner son ultime assaut au corps inerte de Tarou. Le fléau ne brassait plus le ciel de la ville, mais il sifflait doucement dans l'air lourd de la chambre. C'était lui que Rieux entendait depuis des heures. Il fallait attendre que là aussi il s'arrêta, que là aussi la peste se déclara vaincue. Peu avant l'aube, Rieux se pencha vers sa mère. « Tu devrais te coucher pour pouvoir me relayer à 8 heures. Fais des instillations avant de te coucher. » Madame Rieux se leva, rangea son tricot et s'avança vers le lit. Tarou, depuis quelque temps déjà, tenait ses yeux fermés. La sueur bouclait ses cheveux sur le front dur. Madame Rieux soupira et le malade ouvrit les yeux. Il vit le visage doux penché vers lui, et sous les ondes mobiles de la fièvre, le sourire tenace reparut encore, mais les yeux se fermèrent aussitôt. Resté seul, Rieux s'installa dans le fauteuil que venait de quitter sa mère. La rue était muette et le silence maintenant complet. Le froid du matin commençait à se faire sentir dans la pièce. Le docteur s'assoupit, mais la première voiture de l'aube le tira de sa somnolence. Il frissonna et, regardant Tarou, il comprit qu'une pause avait eu lieu et que le malade dormait aussi. Les roues de bois et de fer de la voiture à cheval roulaient encore dans l'éloignement. À la fenêtre, le jour était encore noir. Quand le docteur avança vers le lit, Tarou le regardait de ses yeux sans expression, comme s'il se trouvait encore du côté du sommeil. « Vous avez dormi, n'est-ce pas ?» demanda Rieux. « Oui. »« Respirez-vous mieux ?»« Un peu. Cela veut-il dire quelque chose ?» Rieux se tut et au bout d'un moment, « Non, Tarou, cela ne veut rien dire. Vous connaissez comme moi la rémission matinale. » Tarou approuva. « Merci, dit-il. Répondez-moi toujours exactement. » Rieux s'était assis au pied du lit. Il sentait près de lui les jambes du malade, longues et dures comme des membres de gisant. Tarou respirait plus fortement. « La fièvre va reprendre, n'est-ce pas, Rieux ?» dit-il d'une voix essoufflée. « Oui, mais à midi, nous serons fixés. » Tarou ferma les yeux, semblant recueillir ses forces. Une expression de lassitude se lisait sur ses traits. Il attendait la montée de la fièvre qui remuait déjà quelque part au fond de lui. Quand il ouvrit les yeux, son regard était terni. Il ne s'éclaircit qu'en apercevant Rieux penché près de lui. « Buvez, disait celui-ci. » L'autre but et laissa retomber sa tête. « C'est long, dit-il. » Rieux lui prit le bras, mais Tarou, le regard détourné, ne réagissait plus. Et soudain, la fièvre reflua visiblement jusqu'à son front, comme si elle avait crevé quelque digue intérieure. Quand le regard de Tarou revint vers le docteur, celui-ci l'encourageait de son visage tendu. Le sourire que Tarou essayait encore de former ne put passer au-delà des maxillaires serrés et des lèvres cimentées par une écume blanchâtre, mais dans la face durcie, les yeux brillèrent encore de tout l'éclat du courage. À 7 heures, Madame Rieux entra dans la pièce. Le docteur regagna son bureau pour téléphoner à l'hôpital et pour voir son remplacement. Il décida aussi de remettre ses consultations, s'étendit un moment sur le divan de son cabinet, mais se leva presque aussitôt et revint dans la chambre. «
Tarou avait la tête tournée vers Madame Rieux. Il regardait la petite ombre tassée près de lui sur une chaise, les mains jointes sur les cuisses, et il la contemplait avec tant d'intensité que Madame Rieux mit un doigt sur ses lèvres et se leva pour éteindre la lampe de chevet. Mais derrière les rideaux, le jour filtrait rapidement et peu après, quand les traits du malade émergèrent de l'obscurité, Madame Rieux put voir qu'il la regardait toujours. Elle se pencha vers lui, redressa son traversin, et en se relevant, posa un instant sa main sur les cheveux mouillés et tordus. Elle entendit alors une voix assourdie venue de loin lui dire merci et que maintenant tout était bien. Quand elle fut assise à nouveau, Tarou avait fermé les yeux, et son visage épuisé, malgré la bouche scellée, semblait sourire à nouveau. À midi, la fièvre était à son sommet. Une sorte de toux viscéral secouait le corps du malade, qui commença seulement à cracher du sang. Les ganglions avaient cessé d'enfler. Ils étaient toujours là, durs comme des écrous, vissés dans le creux des articulations, et Rieux jugea impossible de les ouvrir. Dans les intervalles de la fièvre et de la toux, Tarou, de loin en loin, regardait encore ses amis. Mais bientôt, ses yeux s'ouvrirent de moins en moins souvent, et la lumière qui venait alors éclairer sa face dévastée se fit plus pâle à chaque fois. L'orage qui secouait ce corps de soubresauts convulsifs l'illuminait d'éclairs de plus en plus rares, et Tarou dérivait lentement au fond de cette tempête. Rieux n'avait plus devant lui qu'un masque désormais inerte, où le sourire avait disparu. Cette forme humaine qui lui avait été si proche, percée maintenant de coups d'épieu, brûlée par un mal surhumain, tordue par tous les vents haineux du ciel, s'immergeait à ses yeux dans les eaux de la peste, et il ne pouvait rien contre ce naufrage. Il devait rester sur le rivage, les mains vides et le cœur tordu, sans armes et sans recours une fois de plus contre ce désastre, et à la fin, ce furent bien les larmes de l'impuissance qui empêchèrent Rieux de voir Tarou se tourner brusquement contre le mur et expirer dans une plainte creuse, comme si, quelque part en lui, une corde essentielle s'était rompue.